Salut les gars, RC Jam Jam pour la vidéo récapitulative du skater, du Coralie Skater. Alors, petite intro, autant j'aime bien bricoler, passer du temps à rouler, donner des explications pendant mes vidéos, autant je déteste faire ce genre de récap. Ça me prend la tête, vous pouvez pas savoir. Parce que j'ai envie que ce soit bien fait, j'ai envie de ne rien oublier parce qu'il y a un tas de choses à dire sur cette voiture, avec aussi tout ce qu'il y a autour, hein, comme préjugés ou comme rumeurs, ou comme on n'aime pas, etc. Donc il y a énormément de choses à dire. J'ai envie de, quelque part, de bien faire les choses, de vouloir tout dire là-dessus, de ne rien oublier, de bien structurer, mettre les choses dans l'ordre, etc. Mais si je fais ça, ça va me prendre une journée, rien que pour faire la vidéo. Alors je pourrais le faire, mais mon but, à moi, c'est pas de gagner ma vie avec YouTube, hein. Donc quelque part, j'en ai rien à faire de perdre une journée là-dessus. Et j'ai j'ai vraiment pas envie j'ai vraiment pas envie de passer du temps là-dessus, en fait. Voilà. Donc, comme j'aime bien tenir mes engagements, entre guillemets, et que j'ai décidé de faire ce test avec cette machine, bah, je vais quand même faire la vidéo récapitulative. Mais je vous préviens, ça va être le bordel. Je vais normalement rien oublier, mais ça va partir dans tous les sens, quoi, hein. Ok? Voilà. Donc, vous êtes prévenus. Accrochez-vous. Euh, En plus, les vidéos que j'ai faites pour le test, je suis sûr qu'elles n'ont pas été regardées complètement, puisqu'on ne les regarde jamais complètement. Et donc, tout ce que je dis pendant ces vidéos-là, euh, bah, vous n'en avez pas eu la totalité, forcément. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec cette machine? Donc, ce qui s'est passé, c'est quand on a entendu que cette machine-là sortait, j'en ai parlé à Mani. Je me suis dit, ok, je vais la prendre, mais j'aimerais bien qu'elle passe chez toi pour avoir ton avis, pour que tu fasses tes tests et que tu donnes ton avis. Et ensuite, hop, elle viendra chez moi. Et moi, j'ai envie de la tester aussi. Donc, je ferai aussi des tests en y allant crescendo, donc mollo au départ, et puis faire des tests sur mes différents spots de plus en plus hard, pour finir avec la carrière qui est difficile pour n'importe quelle voiture, et en finale, faire des sauts sur du dur, donc en skatepark, ce qui est encore plus dur pour nos voitures, voilà, pour la tester comme il se doit, on va dire. Alors, avec mes voitures, j'essaye toujours de ne pas dépasser leurs limites, suivant la voiture avec laquelle je roule. Par contre, quand je fais des tests, comme je l'ai fait précédemment avec le Yikang, par exemple, hein, qui est un scale que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie toujours, d'ailleurs. Quand je fais des tests, là, c'est différent. Je dépasse les limites de la voiture pour voir jusqu'où elle va, pour voir où elle va craquer, pour voir où elle va avoir des ennuis. Et à ce moment-là, on sait, et vous savez aussi, les limites à ne pas dépasser si vous ne voulez pas avoir d'ennuis avec votre voiture. Pour moi, ça, c'est le but essentiel des tests. Les autres buts des tests, c'est de connaître la machine et de connaître tous ses défauts et toutes ses qualités, ou du moins le plus grand nombre possible, afin que tout le monde soit averti des limites, des défauts et des qualités donc des machines qu'on présente. Voilà. Alors, premier test, donc c'était cool, sympa, dans un pré, une prairie, et pour pas que ce soit trop embêtant, donc j'avais mis deux rampes pour pouvoir faire quand même des petits sauts, etc. Donc ça, c'était le test numéro un. Numéro uno. Alors, le test 2. Donc là, c'était sur mon BMX à la carrière. BMX ou Bicross, hein. Et là, donc, on y a été un peu plus fort. Il y a de la poussière, il y a du gravier et il y a du sable. Et donc, comme on sait que la transmission primaire de cette machine n'est pas complètement isolée, eh bien, comme c'est le cas pour énormément d'autres machines, hein, ce n'est pas un défaut spécifique à cette machine-là,
C'est comme ça sur beaucoup de machines. Mais bon, il y a des machines aussi où il est prévu par un moyen ou par un autre d'évacuer ces cailloux. Tandis qu'ici, sur cette machine-là, comme sur pas mal d'autres machines aussi, on a un peu le principe d'une baignoire. Donc, s'il y a des choses qui rentrent dedans, elles ont tendance à rester et ne pas être évacuées. C'est pour ça qu'il y a un risque plus grand d'avoir des soucis avec la transmission primaire, s'il y a des cailloux qui vont s'y coincer, etc. De même, comme c'est le cas aussi, ça permet aussi de bloquer parfois le cerveau, la direction, etc. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de machines qui sont à l'abri de ça. Et même le X-Max, qui est la star du bash, n'en est pas exclu, puisque sur le X-Max, ça arrive aussi de bloquer la direction avec des cailloux d'un certain diamètre. Voilà. Alors, le test numéro 3, ben là, c'était pour faire des sauts un petit peu plus hard, et donc aussi un parcours sur pelouse, et donc des sauts un peu plus haut et un peu plus casse-gueule avec des mauvaises réceptions, etc. pour tester la solidité de la machine. Et là, je dois dire que ça s'est bien passé aussi. C'est vrai qu'au fil du temps, la carrosserie a tendance à... Enfin, ça c'est un fait certain, et c'est aussi pour un maximum de RC. Les carrosseries en Lexan, quand on fait du bash, euh, je vais pas dire hard, mais ouais, un peu quand même, hein, du bash qu'on fait des réceptions un petit peu dans tous les sens. Et bien là, les carrosseries en Lexan n'ont jamais une longue vie, finissent toujours par bien s'abîmer. Et quand on veut continuer à bâcher sans trop se tracasser du look ou de ces carrosseries, on choisit souvent de passer sur des carrosseries incassables. Et là, on peut dire que le problème est réglé. Et ça permet aussi de protéger la machine, puisque cette carrosserie incassable sert de pare-choc, d'amortisseur, de protection. Donc pour finir, quand on aime bien de rouler, qu'on n'est pas le dieu des réceptions, on passe sur une carrosserie incassable et comme ça, beaucoup de problèmes de solidité sont réglés. Ce que je fais aussi sur cette machine, ce que j'ai fait aussi pour finir sur cette machine. Puisque au bout des tests que j'ai fait, vous vous doutez bien que la carrosserie n'a pas survécu. Enfin, elle est toujours entière, elle est toujours utilisable, mais elle est un petit peu fêlée de partout, il y a un petit peu des trous, etc. Et donc, je suis passé sur une carrosserie incassable. Et il y aura une surprise aussi durant la vidéo de quid de cette machine, quelle est la suite de sa vie. Test numéro 4, c'était en forêt. Et donc là, en forêt, on a des arbres et le petit skater n'a pas manqué d'en embrasser quelques-uns, ce qui était un peu le but aussi des tests. Hein, puisque on va pas se le cacher, quand on roule en forêt, c'est chouette, j'adore ça. On essaye d'éviter les arbres et on y arrive, hein, on arrive bien à éviter les arbres en roulant, etc. On arrive bien. Mais pendant les sauts, là, on ne sait pas toujours où on retombe. Et comme vous le voyez sur la vignette ici, eh bien, on en a embrassé quelques-uns. C'est quand même le but des tests aussi, de voir comment ça se passe, si la machine casse, si elle reste entière, quels sont les casses qui sont pardonnables aussi. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Oh, celui-là, j'ai vu qu'il cassait très fort dans telle vidéo. La machine tient pas le coup, etc. Voilà, il faut un peu prendre un pas de recul. Il y a des casses qui ont été effectuées par cette machine, évidemment, mais est-ce qu'elles sont pardonnables ou pas? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est une casse qui a eu lieu dans un cas extrême, sur une très mauvaise réception, etc. Voilà. Parce qu'il y a du roulage hard et il y a du roulage normal avec les machines. Si on a une machine et qu'on doit connaître ses limites et on doit rouler en fonction. Maintenant, un accident est toujours possible, évidemment. Mais si un jour on fait un saut trop haut, par exemple, et qu'on retombe sur une surface très dure et qu'on y retombe mal de travers, par exemple sur une seule roue, avec une grande force, et qu'on casse un triangle, par exemple, ou autre chose, bah ça c'est une casse normale. On ne peut pas en vouloir à la RC, ok? On peut seulement en vouloir à la faute à pas de chance, ou au pilote, ou à ce genre de choses, mais pas à la voiture. Il n'y a aucune voiture qui résiste à des très mauvaises chutes. Aucune. Alors, le test numéro 5, donc là, ça commençait à devenir plus rigolo. Enfin, plus rigolo dans le sens plus hard.
donc à la carrière, et notamment la première vidéo, donc la numéro 5, la test numéro 5, n'a duré que 7 minutes je pense parce que j'ai cassé une barre de direction. Donc ça, c'est par exemple le genre de choses qui peut arriver quand on saute n'importe comment, ce qui s'est passé là. Là, j'ai sauté n'importe comment. J'ai même pas vu comment elle était réceptionnée, la voiture, parce que j'avais un angle mort. Et donc, j'ai cassé une barre de direction. J'avais rien pour remplacer sous la main. Et donc, la vidéo de test numéro 5 a dû être écourtée à 7 minutes. Mais j'ai fait une 5 bis, parce que je ne m'avoue pas vite vaincu. Et donc, j'ai trouvé une solution en rentrant à la maison. Et en fait, ces barres de direction sont quasi les mêmes que celles du Losi 8, du Buggy Losi 8. Et sauf qu'elles sont droites. Donc ça, c'est la casse. Voilà. Donc en fait, la barre de direction est courbée d'un côté et la casse a eu lieu justement sur la courbe. Ici, on voit bien, on voit mieux la courbe hein, parce qu'avec ma main, je la tiens fermée et on voit où ça s'est fissuré, où ça s'est cassé. Et voici la biellette du Losi 8. On voit qu'elle est très similaire. On voit qu'elle est droite, par contre, celle-là. Et donc là, il fallait voir que ça ne gêne pas quand on tourne les roues. On voit que ça ne gêne pas quand on tourne les roues, que cette biellette soit droite plutôt que courbée. Donc là, une question pour Monsieur Engelon de chez Coralie. Pourquoi y a-t-il une raison à ce que cette biellette soit courbée? Parce que pour moi j'y connais pas grand-chose en résistance des matériaux, mais si on a une courbe ici dans le plastique, je pense qu'il y ait plus de chances qu'on ait une casse que si on a affaire à une biellette qui est bien droite, puisque la force sera toujours, je vais dire, dans le sens de l'axe. Ici, le sens de l'axe va dans la courbure du plastique, et donc pour moi, c'est quand même propice à une casse, plus fréquente que si on a une biellette bien droite comme ici. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire de la biellette, de la casse à la carrière. Et donc, raison pour laquelle je suis retourné pour faire la vidéo test numéro 5 bis. Et là, si vous avez vu donc cette vidéo, elle est pas mal parce qu'il y a pas mal de sauts assez hauts, avec des retombées assez dures, et je n'ai plus de casse à ce niveau-là. Sauf au début de la vidéo, il y a la barre de direction, donc celle du Losi 8, qui s'est déchaussée de la rotule, et je l'ai remise, simplement, je l'ai reclipsée, et pendant tout le reste de la vidéo, où j'ai fait des sauts bien plus importants, et des retombées bien plus délicates, je n'ai plus de soucis de déchaussement de cette biellette, et donc pour moi, elle tient bien. N'empêche que je pense qu'il vaut mieux remplacer ces biellettes par les biellettes correspondantes Coralie en plastique que j'ai commandées pour mettre avec cette voiture, que je ne vais pas garder parce que de toute façon, c'était pas le but non plus de garder cette voiture. Moi, j'ai deux Max, deux X-Max et d'autres RC, donc je suis blindé à ce niveau-là. Au niveau dimension, donc ce Coralie Skater est un rien plus petit que le Max, des proportions tout à fait similaires, mais vraiment légèrement plus petit, quoi. Je vais dire 1 centimètre partout. Et donc, moi, j'ai deux Max que j'ai déjà bien renforcés, qui me coûtent évidemment beaucoup plus cher que le Skater, hein, parce que si on veut le comparer au Max, ou si on veut le comparer à d'autres machines d'un gabarit équivalent, il est quand même moins cher, hein. Il y a d'autres machines qui sont moins chères, mais elles sont plus petites, qui sont costauds aussi. Je n'en disconviens pas. À taille équivalente, son prix est quand même un avantage. Alors, où est-ce que j'en étais? Ouais, biellette de direction, etc. Donc, ok, biellette de direction, ça a cassé, mais je pense que c'est à cause d'une mauvaise chute, donc ne pas être impacté à la machine. Bon, il y a la question qui reste entière pour la droiture de cette biellette ou pas. Pourquoi est-ce que cette biellette est courbée? Ça, j'en sais rien. Et finalement, le test numéro 6 qui a eu lieu, bon, j'aurais voulu aller dans un plus grand skatepark, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis retourné sur un skatepark que j'avais déjà connu avec mon Kraton version 1. Et à ma grande et bonne surprise, ils ont changé les sauts et ils ont mis des trucs plus costauds. Donc là, j'étais vraiment content parce que je me suis dit, ok, on va pouvoir bien tester. Et si vous avez vu cette vidéo, il y a ce qu'il faut pour tester, malgré que le skatepark n'est pas grand, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 4000 sautoirs pour casser une RC. Et donc là, il y avait tout ce qu'il me fallait, et il y avait même moyen de faire un to the moon
à la Kev Talbot, comme l'indique la vignette ici. Et donc là, j'ai eu une casse supplémentaire qu'on n'a pas vue durant la vidéo. Donc durant la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé comme casse? Je suis très mal retombé. J'ai cassé la fixation supérieure d'un amortisseur. J'espère que j'ai une photo de ce que je vous explique. Oui, voilà. Donc en fait, je pensais que c'était simplement une vis qui était cassée, comme c'est souvent le cas, hein. Au-dessus, sur le point supérieur des amortisseurs, il y a parfois une partie spéciale euh, à l'axe, entre guillemets, que je vais dire au support d'amortisseur supérieur, mais il est maintenu par une vis à la tourelle d'amortisseur. Et en fait, je pensais qu'il manquait simplement une vis ici. Mais en fait, non. C'était c'est une casse un peu plus ennuyante, je vais dire. Parce que, donc voici, ça c'est la pièce qui est cassée. Et ça c'est la pièce normale entière. Ok. Donc en fait, on voit que ce n'est pas une vis qui la maintient, mais c'est un filet qui en fait partie. Donc une partie filetée ici qui en fait partie, qui a été vraiment sectionnée et qui elle est maintenue par un écrou. Et de l'autre côté, donc on a le cache supérieur de l'amortisseur, donc dans lequel vient s'enfiler la tête de l'amortisseur, et le tout est maintenu par un écrou M3. De l'autre côté, là, c'est un écrou M4. Et ici, où je passe la souris pour le moment, c'est l'emplacement donc de la tourelle d'amortisseur. Et donc j'ai pu quand même corriger ce problème avec une grande vis M4 en mettant une entretoise ici et en mettant un écrou M4 de l'autre côté. Donc ça, pour dépanner, ça fonctionne. Donc on peut se dépanner avec une longue vis M4 qui fait 25 ou 30 mm de long. Mais en fait, il vaut mieux, donc je vous conseille, si vous avez cette machine, il vaut mieux prendre cette pièce-ci qui est la pièce d'origine par laquelle il vaut mieux remplacer ce genre de casse. Donc ça, j'ai racheté aussi. Et elles sont commandées chez Projo Hightech, qui peut évidemment fournir toutes les pièces Coralie. Oui, donc ça, c'était la casse avérée au skatepark et casse que j'ai pardonnée à la machine, puisque la chute était vraiment très très mauvaise sur du dur, sur une seule roue. Et évidemment, ça, c'est le genre de casse qu'on peut pardonner à la machine. Par contre, il y a une autre casse que je n'ai pu voir qu'une fois rentré à la maison. Donc ça, je n'ai pas pour rouler, je vais dire. Mais il y avait une fêlure sur un triangle avant droit inférieur. Alors, comme je vous avais prévenu au début de la vidéo, ça va être un peu dans n'importe quel ordre. J'ai pris des photos de ce que je voulais expliquer, donc voilà. Donc ici, par exemple, on a la photo, je vais peut-être la mettre dans l'autre sens, ce sera plus parlant. Voilà. Donc ici, on a la photo du diff central. Un truc qui est bien chez Coralie, et je crois qu'il n'y a que eux qui font ça stock d'origine, c'est un corps en alu pour le différentiel. Et quelque part, c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que vous voyez la rayure qu'il y a ici. Donc ça s'est passé chez Mani. Et en fait, c'est un caillou qui était coincé là et qui a rayé donc cette bague, ce cylindre en alu. Si ça avait été en plastique, il y a des chances qu'il ait été rayé plus loin. Là, c'est un petit avantage, je dirais. Alors, une bizarrerie, il y a une des deux noix du diff central qui, qui montre une usure, comme vous voyez ici. Une usure prématurée, hein, parce que ça s'est passé déjà chez Mani. Et alors, en fait, cette usure n'a pas l'air de se propager. Et c'est franchement bizarre, parce que toutes les autres noix, que ce soit au niveau des roues ou au niveau des autres différentiels, ne sont pas abîmées du tout. Donc il y a vraiment aucune usure. Alors, le fameux pare-choc avant. Donc là, apparemment, Coralie a dit que c'était une déco. Deuxième question pour Monsieur Engelon. Pourquoi, sur une voiture de bâche, mettre quelque chose en déco qui va casser? Ça va être une critique ouverte à la machine. Ça va dévaloriser la machine parce que c'est quelque chose qui doit protéger et qui va casser très vite. Alors si c'est pour faire de la déco qui ne sert à rien, parce que soi-disant le skid avant est suffisant
pour amortir les chocs, pourquoi faire cette déco et pourquoi faire une mauvaise pub à la voiture, puisqu'on sait que c'est un élément qui va casser très vite. Donc, l'idée au départ était bonne de faire ici un ovale pour amortir, mais cet ovale n'est connecté à rien à l'intérieur. Donc, il ne sert à rien. Et puis, il est trop fin. Et alors, il y en a un deuxième ovale ici, qui sert aussi normalement d'amortisseur, mais il est tellement fin que c'est lui qui a cassé en premier. Voilà. Donc là, je crois que personne n'a compris l'histoire de ce pare-choc avant. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai voulu installer un pare-choc RPM. Mais vu que le skid Coralie est vraiment très spécifique, puisqu'il remonte ici derrière les axes de triangle, aussi bien devant que derrière, donc on ne peut pas vraiment remplacer le skid par un skid RPM avec pare-choc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé uniquement la partie pare-choc, la barre avant donc du RPM, et comme il y a 3 trous de fileté ici pour les fixations, j'ai percé 3 trous au niveau du skid existant du Coralie. Donc voilà ce que ça donne d'en dessous, et voilà ce que ça donne du dessus. Seulement, ça donnait un trop gros flex. Ce flex était trop important, et donc j'ai ajouté le caoutchouc qu'on trouve sur le X-Max, afin d'avoir un amortisseur supplémentaire entre le skid plate et la cage de différentiel. Donc pour faire ça, vous prenez le caoutchouc qu'on retrouve sur le X-Max au même endroit, et il suffit de couper la partie saillante ici. De ce fait-là, vous pouvez vous en servir pour l'insérer au bon endroit, pour ne pas qu'il se déplace, pour ne pas le perdre. Mais il suffit d'utiliser la vis centrale avec un petit trou ici, de forer un petit trou ici dans le caoutchouc du X-Max, et d'utiliser la vis centrale pour le maintenir en place. Et donc finalement, on obtient ceci. Alors, je reviens sur une photo que je vous ai déjà montrée précédemment pour en venir ici. Ici, il y a un souci pour moi, c'est que d'origine, il y a une vis M3 avec un écrou à l'intérieur du châssis. Alors ça, troisième question pour Monsieur Engelen, je ne comprends pas pourquoi ça a été fait comme ça. L'écrou à l'intérieur est très difficilement accessible. Si on est sur le terrain, forte chance à parier qu'on n'ait pas l'outil pour arriver à maintenir l'écrou M3 par l'intérieur pour pouvoir dévisser cette vis-ci. Et donc moi, comme j'ai dû le démonter, ce genre de choses, je démonte une fois et puis je trouve une solution. Et la solution, en fait, je voulais faire, comme Coralie pour moi aurait dû le faire, c'est faire simplement un filet dans le châssis. Mais vu que le trou était déjà fait avec un chanfrein, ça fait que l'épaisseur ici était vachement moins profonde pour faire un filet. Et donc, plutôt que de faire un filet en M4, j'ai fait un filet en M5 pour pouvoir avoir un peu plus de matière. Mais si c'était fait à l'origine, ici un trou M3 avec un filet ou M4, pourquoi pas du M4? M4 en filet sur toute l'épaisseur du châssis plutôt que de ne pouvoir profiter que d'une partie de l'épaisseur parce que le trou actuel est composé d'un chanfrein et donc perd une partie de l'épaisseur. En M4, ça pourrait très bien fonctionner. Comme il y avait un chanfrein, moi j'ai fait un filet en M5 et mis une petite vis M5 comme vous voyez ici. Et donc de ce fait-là, plus besoin d'aller à l'intérieur pour démonter un écrou, puisqu'il suffit de dévisser la vis, le filet est dans le châssis. Alors ici, j'en reviens sur le pare-choc. Donc ici, c'est une photo qui montre que grâce à ce pare-choc, donc il y a un bon amortissement des chocs avant, et en plus, ça permet de bien protéger les amortisseurs, ce qui est aussi le rôle du pare-choc. Autre chose, comme j'en ai parlé dans ma vidéo, on va parler un petit peu du sauve-cerveau. Donc le sauve-cerveau, c'est ce que vous voyez ici, donc c'est ce qui permet aux roues d'absorber des chocs sans que le cerveau n'ait à mourir. Et donc on règle la dureté ou l'efficacité du sauve-cerveau avec une bague ici qui vient serrer un ressort sur le sauve-cerveau en lui-même. Et en fait, cette bague, à un moment donné, j'ai dû la resserrer parce que là, j'avais vraiment trop de flou dans la direction.
Et puis ensuite, le flou de la direction est revenu. Et en fait, ce qui se passe ici, eh bien, c'est que cette bague se dévisse au fur et à mesure du temps. Et donc la solution pour ça, donc une fois qu'elle est resserrée à votre convenance, c'est simplement d'ajouter un riselant en dessous, donc entre le châssis et l'écrou de réglage, et ainsi l'écrou ne peut plus se dévisser. Et voilà ce que ça donne une fois que le riselant est resserré. Alors maintenant, je vais passer un petit peu mes notes en revue pour essayer de ne rien oublier. Et donc, ça va encore être dans un désordre incroyable. 6S ou pas 6S, la machine est lourde, c'est un fait. Un avantage que j'ai trouvé à ce poids, eh bien, c'est son comportement en fait. C'est comme si on avait un centre de gravité très bas. Et au niveau comportement, d'ailleurs, j'en ai parlé dans les vidéos, j'aime beaucoup cette machine. Elle passe quand même très bien sa puissance au sol. Son maintien est très bon en tout terrain. Bon, évidemment, vu que la garde au sol est faible, qu'il y a des soucis évidemment pour si on veut avoir plus de débattement, etc., comme Mani en a parlé, avec l'histoire d'angle, des cardans, etc., on peut pas, on peut pas augmenter la garde au sol de cette machine, mais donc ça veut dire qu'elle a quand même une garde au sol réduite par rapport à d'autres engins, ça, on est d'accord. Mais son comportement, par exemple, à grande vitesse dans les prés, ou comme on le voit en forêt, que lorsque je fais une plus longue distance à grande vitesse, eh bien en fait, elle se comporte vraiment très très bien. Sur les sauts également, elle a un très très bon maintien de son assiette sans quasi rien faire. Quand il faut corriger l'assiette, c'est souvent le nez qui est trop haut et donc on donne un léger coup de frein pour remettre le nez à l'horizontale, je vais dire, pour atterrir correctement. Et c'est très souvent dans ce cas-là, quand il faut corriger, parce que la plupart du temps, il ne faut pas corriger, mais quand il faut corriger, c'est souvent à ce niveau-là. Donc le nez qu'il faut redescendre un petit peu grâce au frein, et ça, c'est très facile. Par contre, et ça, il ne faut pas l'oublier, quand c'est à l'inverse, donc quand c'est le nez qui est trop bas et qu'il faut accélérer pour corriger l'assiette, là, effectivement, il y a un manque de puissance, je vais dire, ou alors c'est les pneus qui ballonnent pas assez pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai que quand c'est pour redresser le nez, ce qui n'arrive pas souvent, ce qui ne m'est pas arrivé souvent à moi, du moins, là c'est difficile. On accélère très fort et il ne se passe pas grand-chose en fait. Pour moi, donc le 6S n'est pas nécessaire sur cette machine. Le 6S pourquoi? Donc pour pouvoir se redresser l'assiette, et aussi pour une question d'autonomie. C'est aussi pour ça qu'on met plus de volts dans une machine pour avoir une meilleure autonomie. Alors, au niveau de l'autonomie, il y a des critiques concernant cette machine. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'elles ne sont pas justifiées. Parce que cette machine-là, c'est pas la machine qu'on achète pour faire des lignes droites de 300 mètres sans arrêt et brûler son pack comme ça. C'est pas cette machine-là qu'on achète si c'est ça qu'on veut faire. Si on veut faire rouler à fond dans les prés, on achète un short course. On n'achète pas un style MT. Ok. Si on achète cette machine-là, c'est pourquoi? C'est pour rouler sur skatepark, c'est pour rouler dans les bois, c'est pour rouler dans un jardin qui n'est pas énormément grand, dans lequel il y a des courbes et des tournants, etc. C'est pas une machine qu'on achète pour faire des 300 mètres de ligne droite. Comme vous le voyez dans mes vidéos, comme je l'ai prouvé dans mes vidéos, si vous roulez sur des spots pour lesquels cette machine est adéquate, pour lesquels cette machine est faite au départ, ben vous avez une autonomie très correcte, hein. Vous avez une autonomie style 20 minutes, parfois un peu moins, parfois plus. Et pour moi, une autonomie qui tourne autour de 20 minutes est une autonomie acceptable pour une RC. Voilà. Alors, on peut dire de cette machine qu'elle a beaucoup de qualités et qu'elle a encore quelques défauts, ou pour ceux qui aiment moins la marque, qu'elle a encore beaucoup de défauts et peu de qualité. Ça, c'est l'histoire de comment on voit le verre plein ou le verre vide. En tout cas, moi, je vous donne mon ressenti qui, j'espère, est le plus objectif possible. De toute façon, vous pouvez vous faire une idée vous-même de par les tests que j'ai fait dans mes vidéos précédentes. J'ai quand même fait 6 vidéos dans des conditions différentes, dans des conditions qui vont crescendo de plus en plus dures. Et rien qu'avec cette vidéo-là, vous pouvez vous faire vos idées. Si vous voulez pas entendre ce que je dis, vous coupez le son et vous faites votre propre idée. Je peux rien dire de plus. Le démontage des vis qui sont à l'envers. Donc ça, Mani en a parlé. Donc on peut démonter. Donc il y a un châssis avec de chaque côté des bacs en plastique. Et normalement, sur tout RC qui se respecte, on démonte ça du côté châssis. On dévisse les vis du côté châssis. Les filets sont dans le plastique et pas dans le châssis, normalement. Mais ici, dans le cas du skater, pour dévisser les vis, il faut aller par l'intérieur du châssis, par le dessus du châssis. Et pour accéder aux vis, il faut démonter l'électronique. Donc là, question supplémentaire pour M. Engelen, je crois que c'est la numéro 5. Pourquoi
avoir fait ça dans le sens inverse? Pourquoi ne pas avoir mis les vis par le bas du châssis, comme les autres marques le font? Ok, le filet sera dans le plastique et ce sera un peu moins solide. Sur toutes les autres marques, ça tient comme ça, donc vous pouvez le faire aussi. Donc ça, c'est encore une chose que je ne comprends pas. Et là, il y a un gros défaut au niveau du démontage, hein. Si on veut démonter cette machine, si on veut démonter par exemple les bacs en plastique, il faut démonter l'électronique. Donc voilà, au niveau de l'accès méca, là il y a un souci. Il y a un gros défaut sur cette machine qui pour moi aurait pu être évité en grande partie. Donc il y a l'histoire de certaines choses qui sont faites à l'envers comme ça. Donc l'histoire des bacs en plastique, l'histoire de la cinquième vis du skid plate à l'avant comme à l'arrière. Il y a un écrou à l'intérieur du châssis. Pourquoi avoir fait ça comme ça? Pourquoi ne pas avoir fileté le châssis? C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Une troisième remarque concernant l'accès méca et la facilité de démontage. Donc cette machine est costaud. Ça, j'en suis convaincu. Et comme je l'ai dit lors d'une de mes vidéos, cette machine est un peu plus costaud qu'un Max stock. Simplement, à mon avis, hein, de l'expérience que j'ai eue, simplement à cause du diamètre des fusées. Parce que sur un Max, ok, vous avez une transmission qui est vraiment très très costaud. C'est super costaud, c'est de la balle. Mais elle n'est pas costaud jusqu'au bout des roues. Les cardans qui arrivent aux roues sont en plastique. Télescopiques, ça c'est très bien, mais sont en plastique. Au niveau des cardans, ça finit par se fatiguer. En plus, ces cardans, je parle du Traxxas Max là, hein, ces cardans sont prolongés par des fusées qui font 6 millimètres. Et sur une machine comme ça, de ce poids-là, pour moi, des fusées en 6 millimètres, c'est une erreur. C'est des machines qui, soi-disant, sont un 10, mais qui, de par leur poids, sont aussi lourdes que des 1,8. Et donc, elles doivent avoir la solidité d'une 1,8 avec les composants d'une 1,8. Et donc, c'est pour cette raison-là que sur mes Max, j'ai upgradé ces cardans plastiques par des cardans en acier et avec des prolongés donc par des fusées qui font 8 millimètres comme sur toutes les 1.8 qui se respectent. Et donc là, c'est un défaut du Max pour moi, que j'ai corrigé donc par des options, mais qui m'ont coûté plus de 120 euros, quoi. Ok, qui viennent encore en plus du prix du Traxxas Max qui est déjà cher d'origine. Traxxas Max que j'adore, j'en ai deux. Mais si on compare au niveau prix, il y a quand même un problème, hein. Tandis que le Coralie, le skater Coralie, lui, il a aussi une transmission qui est très costaud, peut-être pas aussi costaud que celle du Max, mais c'est une transmission de 1.8. C'est une transmission d'une machine 6S, ok, qui tient le coup. Et c'est une transmission qui va jusqu'au bout des roues et jusqu'au bout des pneus. Parce que, aussi au niveau du Max, on peut aussi lui reprocher ses roues, qui d'origine sur le V1 ne sont quand même pas terribles. Enfin, je parle des pneus. Tandis qu'ici, au niveau Coralie Skater, donc la transmission, c'est une transmission 6S qui est costaud, qui va jusqu'au bout des roues. Les cardans sont en acier. Les cardans n'ont pas bougé au cours de tous mes tests. Les cardans sont toujours tous droits. Et ça va jusqu'au bout des roues. C'est-à-dire que les fusées sont d'origine aussi en diamètre de 8 millimètres. Les roues sont bonnes et les pneus sont bons. Donc là, je suis désolé, mais Coralie, au niveau du skater, au niveau de la transmission, ils ont été jusqu'au bout des roues. Il y a juste une petite chose qu'on peut reprocher. Au bout des fusées, on trouve les écrous. Et les écrous ne sont pas cadenés. Les écrous sont lisses. Et donc, moi, j'ai fait des petites entailles dedans pour avoir une meilleure accroche sur la jante. Et aussi, j'ai mis du frein filet, donc sur le filet de la fusée, pour avoir un meilleur maintien. Tout le monde sera d'accord que c'est un détail. Pourquoi c'est un détail? Parce qu'on ne doit rien racheter. Si on passe 5 minutes à bricoler, ce détail est réglé. Donc pour moi, c'est un défaut qui est vraiment très très minime par rapport à toute la transmission qui est costaud, je le répète, jusqu'au bout sur ce skater. Alors, on a parlé du pare-choc avant, mais on n'a pas parlé de la roulette arrière. Donc ça, la roulette arrière, je l'ai cassée dans le bois en embrassant un arbre. Donc ça, c'est évident aussi. La roulette arrière, donc ça, je pense que c'est la 7e question que j'ai pour Monsieur Engelen. La roulette arrière est rigide, complètement rigide. Donc n'importe qui est habitué à faire du bash va directement dire la roulette, elle va pas tenir. Pourquoi avoir fait une roulette rigide? En plus, cette roulette, pour moi, n'est pas utile. Donc comme le pare-choc avant, il faut l'enlever. On l'enlève et on laisse le pare-choc, comme je l'ai moi-même fait. Donc, cette roulette je l'ai laissée au départ parce qu'il fallait bien la tester. Donc, j'ai embrassé un arbre. C'est pas sur l'arbre qu'elle a cassé, c'est
en retombant sur l'arrière, et c'est là que la roulette s'est cassée. Pourquoi? Parce qu'elle est trop rigide, point barre. Et donc, ce que j'ai fait, à la Dremel, j'ai arrondi la partie qui restait côté châssis, et il y a le skid arrière, qui est aussi costaud que le skid avant, le skid arrière qui sert de pare-choc avec une partie du support de la roulette arrière, et ça suffit. Je l'ai laissé comme ça, pour moi, il n'y a rien d'autre à faire. Éventuellement, on peut faire comme à l'avant, ajouter la barre du pare-choc RPM si on veut pousser un peu les choses, mais pour moi, c'est même pas nécessaire. Donc encore une pièce inutile et qui aurait quelque part permis que la machine soit moins chère. Car comme je l'ai montré dans la vidéo du skatepark, quand on part en wheeling avec cette machine, eh bien, c'est le skid arrière qui sert de frein au wheeling. Et en plus, on ne peut même pas se mettre dans un angle tel qu'on soit en équilibre en wheeling. Donc cette voiture, telle qu'elle est, ne maintient de toute façon pas le wheeling. Il faut y aller fort pour partir en wheeling. Ce qui pour moi est une qualité, hein, parce que ça permet de passer toute la puissance au sol. C'est pas, encore une fois, comme le Max quand on l'achète stock. Dès qu'on appuie sur la gâchette, ouah, puis il part sur deux roues. C'est infernal, il part tout le temps sur deux roues. Et en fait, on ne peut pas passer la puissance au sol à cause de ça. Ici, au skater, le skater est assez lourd sur l'avant. Et donc ça permet de faire des accélérations fortes en gardant les quatre roues au sol, ce qui est quand même primordial pour passer la puissance au sol et pour avancer. Donc là, c'est encore pour moi un avantage du skater par rapport au max stock. Il passe mieux la puissance au sol, je suis désolé. Le max, quand on accélère, il part sur deux roues. Et voilà, pendant ce temps-là, on n'avance pas. Donc ça, c'était pour la roulette arrière. Alors, la petite surprise, ben, je vous en parle maintenant, c'est que vous allez pouvoir acquérir cette voiture pour un prix dérisoire, les gars. C'est une machine que j'ai testée, c'est une machine que j'ai réparée, que je considère que j'ai améliorée, par le pare-choc avant, par exemple, par éventuellement les bras de direction. Donc je laisserai ceux du Losi 8 qui apparemment font bien le boulot, puisqu'ils ont tenu sur la carrière, ils ont tenu sur le skatepark. Mais par acquis de conscience, j'achète quand même, j'ai commandé quand même les bras en plastique qui, à mon avis, feront mieux le taf, du moins que les bras d'origine. Parce que les bras en plastique, évidemment, ils seront flexibles. Voilà. Sinon, ouais, j'ai commandé aussi donc le support supérieur d'amortisseur que j'ai cassé. Donc ça, ce sera remplacé. Et la carrosserie, qui, comme toutes les carrosseries, constitue un point faible hein, sur toutes les RC, puisque c'est une carrosserie en Lexan, je la remplace, comme vous pouvez voir sur la photo, par une carrosserie incassable qui vient de chez Alsace RC Body. Et cette carrosserie-là, vous l'aurez avec. C'est une carrosserie qui a servi sur un Max, donc il y a un grand trou à l'arrière pour la fixation Traxas, que j'ai rebouché soigneusement avec de la tape noire. Voilà, et il y a des petits trous aussi qui sont là du fait des fixations du Max. À part ça, cette carreau incassable, elle est quasi neuve. Hein. Donc pour en revenir à nos moutons, c'est une voiture que j'ai achetée pour la tester, pour pouvoir enfin tester une machine de chez Coralie, parce que j'ai voulu faire ça. C'est une société belge, donc moi je suis pas chauvin, mais il faut réfléchir à une chose. C'est que si on a un, un distributeur, un fabricant de RC près de chez nous, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux que d'en avoir un en Amérique ou en Chine, à qui on ne sait pas parler directement. Ici, Monsieur Engelen, il faut quand même lui reconnaître ça. Monsieur Engelen est quelqu'un d'accessible. Je lui ai envoyé des mails, il m'a répondu. On a déjà discuté ensemble. Monsieur Engelen, c'est le patron de Coralie et c'est quelqu'un d'accessible. Essayer de faire ça avec Traxas. Je ne veux pas dénigrer Traxas, j'adore Traxas, mais je veux dire simplement, il faut quand même pouvoir privilégier aussi ou donner une chance à la proximité. Voilà. Si on a un distributeur en Belgique avec lequel on peut avoir un dialogue, Coralie a aussi la possibilité de corriger ses défauts très vite. Si Monsieur Engelen considère qu'il y a une pièce vraiment qui doit être changée, en un mois, vous pouvez avoir un correctif. C'est quand même des avantages. C'est pas une question de chauvinisme, c'est une question de proximité. Que ce soit une boîte belge, allemande, française, luxembourgeoise ou que sais-je, peu importe. C'est en Europe, c'est bien, c'est plus proche. Et on peut avoir un dialogue plus aisé.
Donc les Français aussi, pensez à ce que vous avez en France. Et voilà, il faut aussi donner une chance à tout le monde. Pour en revenir une deuxième fois à mes moutons, putain, cette vidéo que je voulais pas faire, elle va être longue, les gars. Accrochez-vous. Donc, je n'ai jamais eu l'intention de garder cette voiture. Par contre, je voulais pas non plus la remettre dans un état délabré. Et quand on fait des tests et qu'on va un petit peu loin comme j'ai été, bon, bah, elle se dégrade un peu. Pour ne pas que vous la payiez au prix fort, je vais faire une tombola participative, puisque j'ai quand même payé moi cette voiture, donc je ne peux pas non plus perdre l'entièreté de ma mise. Et donc je vais tenter d'organiser donc une tombola participative à un prix raisonnable, c'est-à-dire 40 tickets à 10 euros. Donc en dépensant 10 euros, vous aurez une chance sur 40 de partir avec cette voiture. Je pense que le gagnant sera content. Voilà. Les autres, tant pis, mais ils n'auront perdu que 10 euros. Point suivant, certaines personnes ont remarqué que les skid plaid étaient cassants. Les plastiques Coralie ne sont pas les meilleurs plastiques qui existent en RC. Ok. Donc là, c'est essentiellement Traxxas qui est le champion dans le domaine. Arma aussi sur les dernières versions de ces domaines. Coralie sont toujours un peu en retrait au niveau de la qualité de leur plastique, mais il faut leur laisser le temps aussi, s'améliore et on espère tous qu'ils arriveront aussi à un très bon niveau. Moi en pratique, les skid plates, j'ai pas eu de soucis avec. Ils n'ont pas été fêlés, ils n'ont pas été cassés, rien du tout. Donc voilà, preuve par les tests, ça a tenu du moins sur cette machine-là. Les supports carreaux sur les tourelles, Mani leur a reproché d'être trop rigides. C'est vrai qu'ils sont super costauds, super rigides, qui sont fixés très courts sur les tourelles des amortisseurs. Ah, c'est vrai, quelque part, que s'ils étaient fixés ailleurs et qu'ils étaient flexibles, forcément, ils économiseraient les tourelles. Ils éviteraient que les tourelles puissent se plier. Mais encore une fois, dans les tests que j'ai faits, les tourelles n'ont pas été pliées. Et si c'est à cause de la carrosserie que les tourelles se plient, c'est quand même qu'on y va vachement très 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 fort, au-delà des capacités de la machine. Il y a le bash, il y a le hard bash, et puis il y a le bash débile. On peut rouler pour casser une voiture. Voilà ce que j'en pense. Pas de cache transmission. Donc la transmission primaire n'est pas cachée. Elle est cachée en partie, mais pas totalement. Donc on peut avoir des pierres dans les pignons, etc., etc., comme c'est le cas sur beaucoup d'autres RC, je tiens à le préciser. La correction à ça, c'est mettre une housse style housse de STI. Ça permet vraiment de limiter l'envoi de pierres et de n'importe quoi à l'intérieur du châssis. Le désavantage des housses, c'est que ça chauffe très fort. Si vous fermez une housse, au moment où vous l'ouvrez, vous allez sentir toute la chaleur qu'elle retient. Et là, le truc, c'est simplement de laisser l'arrière de la housse bien ouvert. Et comme ça fait un flux d'air et ça ne maintient pas la chaleur dans la housse. Donc là, c'est un correctif possible, si vous voulez, au niveau de la transmission, si vous roulez dans des endroits où il y a beaucoup de gravier, etc. Bon, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait à 2 endroits. Je l'ai fait sur le terrain bicross et je l'ai fait au niveau de la carrière et j'ai pas eu le souci. Aussi, quand de temps en temps, il faut retourner votre voiture, la secouer, vider les cailloux qui sont dedans. Hein, ça limite les dégâts. La garde au sol et le défaut de ne pas pouvoir mettre plus de garde au sol, c'est un défaut sans l'être. C'est un défaut quelque part parce que si on augmente l'angle des cardans, ça se passe mal. Les cardans commencent à bloquer, donc les roues commencent à tourner moins bien. Donc là, effectivement, c'est un défaut, mais je vais dire c'est un défaut relatif. Parce que si on le sait, on est prévenu. Et voilà, c'est une machine, on l'achète en connaissance de cause. On sait qu'on ne va pas pouvoir lui rajouter 2 centimètres en plus de garde au sol. Basta, c'est tout. On le sait, on choisit. On l'achète ou on ne l'achète pas. Donc c'est un défaut relatif si on en est averti. Le frein d'origine est mis à 75% dans le Vario et c'est trop fort. En le redescendant à 62,5%, là c'est mieux, voire c'est bien, donc tout dépend du type de terrain et du type de pilotage. Mais manifestement, 75% c'est trop, il vaut mieux le redescendre à 62,5%, voire à 50%. Un autre avantage au niveau du comportement, donc je passe toujours du coq à l'âne ici parce que je suis en train de passer un petit peu ma liste en revue pour ne rien oublier. On retombe souvent sur les roues. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les vidéos, mais lorsqu'on fait des chutes avec cette voiture, encore une fois, on dirait qu'elle a un centre de gravité vraiment très bas, et la carrosserie aussi d'origine est vraiment très bien arrondie, et on retombe souvent sur les roues. On ne doit pas souvent aller la chercher pour la retourner. La carrosserie donc de remplacement que j'ai mis, qui est une carrosserie incassable, c'est une carrosserie de Cox, comme vous avez vu, et donc moi je ne l'ai pas testé, et je ne la testerai pas parce que j'ai nettoyé la machine. Elle est bien arrondie aussi, et donc j'espère que ce sera aussi sujet à ce qu'elle se retourne souvent sur les roues. Alors l'histoire du pare-choc avant et du pare-choc arrière, donc là comme je vous l'ai montré,
je pense avoir pallié au problème, si pas à 100%, du moins en grosse partie. À l'arrière, le skid arrière qui sert de pare-choc. Mais en plus, maintenant, donc, il y a la carrosserie incassable qui est dessus et qui règle aussi tous ces problèmes-là, puisque la carrosserie incassable, c'est aussi un gros amortisseur, entre guillemets, indestructible pour prévenir de tous les chocs. Alors, quelque chose que j'aurais dû dire au début de la vidéo, c'est que je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à certaines autres chaînes que je ne nommerai pas. La voiture qui est là, je l'ai achetée, je l'ai payée. C'est pas Coralie qui me l'a donnée. Coralie ne m'a rien promis en échange de cette vidéo. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, j'y vais aussi allègrement dans les qualités que dans les défauts. Je pose des questions ouvertes à M. Engelen. J'espère que j'aurai une réponse, ce qui serait très bien pour compléter la vidéo. Et donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Hein. On ne m'a rien promis. Je n'ai eu aucun dialogue avec M. Engelen avant d'acheter cette machine, avant de faire ces vidéos, avant de faire les tests et avant de faire cette vidéo-ci récapitulative que je vais certainement lui envoyer en espérant avoir un retour de sa part. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un maximum de renseignements et de vous faire profiter un maximum de mon expérience et de celle de Mani aussi, grâce à ces tests précédents, les miens. Un des avantages aussi tout à fait relatif hein, et bénin pour moi, c'est le look. La Caro ne plaît pas à un maximum de personnes, elle ne me plaît pas non plus, mais quelque part, je m'en fous. J'achète pas. On peut dire qu'on craque sur une voiture parce qu'elle est belle. Moi, ouais, je peux craquer sur une voiture parce qu'elle est belle, mais si elle n'est pas costaud, je craquerai pas dessus. Par exemple, le LMT de chez Losi, je vais prendre cette machine-là en exemple parce que j'ai vraiment craqué sur son look. Et je voulais cette machine, je voulais le Losi LMT. Mais c'est pas super costaud comme machine, c'est pas une machine qu'on peut envoyer valser dans tous les sens, etc. Là-dessus, je pense qu'on sera d'accord. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une solution. Voilà, j'ai vu que c'était le même empattement qu'un Max V1 et j'ai fait la transformation pour pouvoir avoir le look LMT sur une voiture qui était costaud, renforcée, etc. Voilà, donc il y a toujours des mesures. Donc pour moi, je peux craquer sur une belle voiture, mais je craquerai pas si elle n'est pas costaud. Et inversement, si une voiture est costaud et qu'elle n'est pas très très belle, qu'elle me plaît pas, qu'elle a un look qui me plaît pas vraiment, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la prendre si elle me plaît parce qu'elle est très costaud et je vais m'arranger pour améliorer son look. Voilà. Alors je sais pas comment vous trouvez son look actuellement avec la carrosserie style Cox. Ben, moi je trouve que ça passe mieux là. Voilà, à vous de voir. Chacun ses goûts. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire au niveau de l'accès méca. Donc j'ai donné quelques défauts de l'accès méca, mais il y en a un qu'il faudrait voir améliorer. Et c'est là que j'étais parti sur un autre sujet. C'est les renforts de renforts. Ça, c'est un peu fatigant. On a quand même vraiment l'impression, Monsieur Engelen, désolé, mais on a quand même vraiment l'impression que c'est une machine qui a été faite au départ, qui a été testée ensuite par vos soins, et ensuite on a vraiment l'impression que on a corrigé les défauts. Donc, donc vous avez vu où ça pliait, vous avez vu où ça cassait, et vous avez rajouté des rajoutes, comme on dit chez nous. Donc vous avez fait des renforts, et puis vous avez renforcé les renforts. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça alourdit la machine et ça complique la machine. Ça complique le démontage, ça complique l'entretien. Ça augmente le coût de la machine aussi parce que c'est des pièces en plus. Mais au niveau de la production et au niveau du lancement de la production, ça permet de gagner du temps et ça permet peut-être de gagner de l'argent au départ, de faire une rajoute plutôt que de revoir la conception en elle-même de la machine. Et ça, je le comprends. Mais ce qui serait génial, c'est que maintenant que la machine a vécu au travers de différents utilisateurs, que vous avez un retour sur les défauts, sur les casses éventuelles, etc., ce serait génial si vous pouviez repartir du départ et faire une deuxième version qui serait donc plus légère au niveau des renforts, etc., mais qui serait plus costaud au départ, pour en arriver à une voiture qui soit aussi costaud que ce qu'elle n'est au départ, mais qui soit moins compliquée. Et avec tous les petits défauts corrigés, comme les vis, les vis des baignoires en plastique, les vis de la cinquième vis du skid plate, etc. Tout ça, c'est des défauts qui peuvent être corrigés facilement. Donc voilà,
Donc ce serait génial de faire un skater V2 avec tous les défauts corrigés, quoi, en fait. En fait, c'est un peu ce qu'on veut sur toutes les machines. C'est le rêve. Alors, un truc en général, donc ça, c'est un peu la maladie, un reproche que j'ai aussi à faire chez Arma, tout ce qui est rondelle de calage, bah, il faudrait éviter aussi pour simplifier la machine, simplement. Sur Traxxas, par exemple, chez Arma, c'est aussi un défaut que je trouve chez Arma, il y a parfois aussi des petites rondelles de calage. Ok, ça permet de faire des réglages pour avancer plus fort ou moins fort, pour reculer les triangles, par exemple, à l'avant, pour changer l'angle de chasse, des choses comme ça. Mais en bâche, on n'a pas besoin de ça. En circuit, ok, mais voilà, faites ça sur des voitures de compète, mais pas sur du bâche. Sur du bâche, on veut que ce soit simple. Regardez chez Traxxas, par exemple, chez Traxxas, ça n'existe pas. Il n'y a aucune, il y a aucune rondelle de calage, ni dans les diffs, ni au niveau des, ni au niveau des triangles. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de ça pour le bâche. Pour le bâche, il faut que la voiture soit bien telle qu'elle est, en brut, et puis voilà, on bâche, c'est tout. On ne s'amuse pas à changer des petites rondelles, on n'en a rien à faire. Alors une chose qui est un peu regrettable, comme vous l'avez vu sur la vidéo du skatepark, il y a les vis, il y a deux vis en fait du skid plate avant qui ont tendance à sortir de leur filet. Quand j'ai insisté un peu fort sur le skatepark, sur les atterrissages violents, et donc comme ces vis ne tenaient plus beaucoup, une fois rentré en atelier, j'ai préféré les remplacer par des vis M5. Donc là, j'ai repercé le châssis 1 mm de diamètre plus grand pour pouvoir passer les M5 dans le plastique. Alors, difficile de faire un récapitulatif global, hein. Donc, au travers de ma vidéo, j'ai parlé des défauts. Je pense n'avoir rien caché. J'ai parlé des qualités aussi. Il y a des qualités essentielles chez Coralie. Par exemple, l'électronique. Ouais, j'ai pas parlé du moteur. Ok. Donc l'électronique Coralie, bon, il faut quand même dire que le Coralie, c'est un des seuls RTR, ils sont très rares, à avoir un cerveau, par exemple, qui tient le coup, qui soit bien calibré. Hein, faut le dire. L'électro, en général, est de qualité. Hein, c'est de l'électro B-Wing chez Coralie, donc c'est de la qualité et c'est génial. Les moteurs sont bien aussi. Ici, il est peut-être un peu trop juste par rapport au poids de la machine, mais ce que j'en ai vu pendant mes tests n'a révélé aucune faiblesse et aucune chauffe. Ok, on n'est pas encore en plein été, hein, il faisait 15-20 degrés durant mes tests et le moteur n'a pas surchauffé. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je ne vais pas vous conseiller de changer de moteur parce que pour moi, il convient. C'est sûr qu'un moteur plus gros permettrait, avec plus de couple, permettrait moins de chauffe et plus d'autonomie. Ça, toujours, c'est une règle, hein. Plus de volts aussi. Voilà, si on est en 6S aussi, pareil, ça ira dans le même sens. Mais la machine telle qu'elle a, pour moi, peut convenir en pré-saison. Maintenant, si on est en été, qu'il fait chaud, qu'on est style 25, 30 degrés, voire plus, bon, bah, mettez une clampe, donc mettez un refroidisseur sur votre moteur et un ventilo. Voilà, c'est ce que je conseille. Et je pense qu'avec un refroidisseur et un ventilo, vous n'aurez jamais de problème avec ce moteur. Un avantage aussi, c'est qu'on peut passer le bec à 7,4 volts et que le récepteur tient le coup, ce qui n'est pas le cas partout, et que le cerveau tient le coup aussi. Je veux démonter aucune marque, mais je veux quand même insister sur le fait que Coralie, on trouve beaucoup de défauts, ok, mais il s'améliore. Il y a des qualités aussi que Coralie a que d'autres constructeurs n'ont pas. Chez Traxxas, est-ce que vous avez des cerveaux increvables sur toutes les machines Traxxas que vous achetez? Non, c'est pas le cas. Si vous avez envie de changer quelque chose dans l'électronique, par exemple, comme on est parfois obligé de le faire. Donc on change le vario d'une machine Traxxas. Et à ce moment-là, seulement, on peut passer en 7,4 volts pour le bec. Parce que d'origine, on ne peut jamais chez Traxxas. Ok, donc vous changez de vario. À ce moment-là, vous pouvez prétendre de passer en 7,4 volts. Mais est-ce que le récepteur Traxxas va tenir le coup? Non. Est-ce que le cerveau Traxxas va tenir le coup? Pas dans tous les cas. Sur le X-Max, oui. Mais sur les autres machines, en général, non. Ici, chez Coralie, vous pouvez passer d'origine le bec en 7,4, le récepteur tient le coup, et le cerveau tient le coup aussi. Et il va mieux aussi de ce fait-là. Donc je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais les pistons d'amortisseur ont été changés parce qu'ils étaient trop mous, ils avaient trop de flex.
La radio aussi qui était un petit peu critiquée sur les modèles précédents a été, changée aussi. Donc c'est la Coralie CT2R maintenant, qui est très similaire à la Psyma CR2V2. La notice a aussi été améliorée. Les portes-fusées qui étaient, un peu trop faiblards, donc sur le modèle précédent, sur le Chronos par exemple. Donc là, les portes-fusées ont bien été, renforcées et on voit qu'ils tiennent bien le coup maintenant. Alors encore un avantage par rapport à d'autres marques qu'on connaît très bien, les pièces sont disponibles chez Coralie. Les options sont disponibles aussi. Alors par rapport à cette machine-là, comme vous l'avez vu pendant mes tests, pour moi, les batteries Gens E50C, par exemple, pour prendre une référence, ne sont pas assez puissantes au niveau des C. Elles ont tendance à chauffer, un peu trop fort à mon goût. Et en été, elles chaufferont encore plus fort. Donc pour moi, il faut prendre des batteries minimum 70C réelles, voire des 100C. Hein, on peut prendre aussi des lipos 100C pour être tranquille. Oui, donc au niveau des débattements et au niveau de la deuxième version, donc si vous faisiez une version 2, donc le fait de raccourcir, donc comme l'a dit Mani, le fait de raccourcir les cardans de quelques millimètres permettrait justement d'avoir plus de garde au sol. Donc ça, c'est aussi un correctif qui pourrait être apporté sur une version 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.